Vous nous suivez depuis les 5 communes de la capitale Conakry, mais aussi les villes environnantes, pourquoi pas dans les 4 coins de la Guinée, un peu partout dans le monde entier. Nous vous disons merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes et bienvenue dans votre émission Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Et comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, ici nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, carrément, nous quittons le côté social et politique, nous nous intéressons au droit maritime. Le domaine maritime regroupe l'ensemble des espaces maritimes sur lesquels l'État exerce des droits. Et pendant ce temps, ce domaine est encadré par des règles juridiques qu'on appelle le droit maritime. Pourtant, ce domaine est très mal connu par l'opinion, y compris la population bien sûr. C'est pour cela que nous donnons la parole à un spécialiste des questions de droit maritime. Il s'agit de M. Diallo Amidou, juriste spécialiste des droits maritimes, enseignant chargé de cours à l'université Kofi Annan de Guinée et président de l'association des juristes guinéens spécialiste en droit maritime, qui va nous donner d'ample explication autour de ce domaine. Vous vous posez des questions quand on entend parler de préfecture maritime et droit maritime. Ça veut dire tout simplement que l'État aussi exerce un certain nombre d'activités qui sont aussi régies par un certain nombre de règles juridiques. C'est dans ce domaine que nous expliquons aujourd'hui à travers un spécialiste de la question. Monsieur Diallo, bienvenue dans Café Débat. Bien, bonjour Monsieur Souri. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau de Gangan TV. Oui. Et aujourd'hui, Gangan TV est considéré comme une plateforme de médias et de communication qui donne la parole aux acteurs publics, aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile et aussi aux spécialistes dans plusieurs secteurs. Oui. Donc, nous vous remercions de ce travail que vous êtes en train de fournir pour l'information de la population, car on dit que l'information est la nourriture de l'esprit aussi. Vous informer, c'est notre devoir et c'est votre droit. C'est pour cela que nous cherchons les spécialistes de des domaines donnés, histoire d'éviter de tergiverser sur des sujets bien déterminés. C'est pour cela, en droit maritime aujourd'hui, Monsieur Diallo, d'abord merci de votre disponibilité, puisqu'on sait déjà que ça fait plus d'1 an que vous avez quitté ce plateau, et la dernière fois que vous êtes passé là, ce n'est pas passé inaperçu. Alors, Monsieur Diallo, la toute première question, c'est quoi d'abord la préfecture maritime, puisque on parle de préfecture de Conakry, de l'Abi, de Dalaba, des différentes préfectures, la Guinée en a 33, on entend parler de préfet et de préfecture maritime. Est-ce que la préfecture maritime aussi, c'est cette localité qui est considérée comme les autres qui sont sur la terre ferme? Ok. Je vous remercie de cette question. D'abord, avant de répondre à cette question, je ferai une petite introduction dans le domaine maritime. Oui. Parce que le domaine maritime, c'est le centre d'application de la préfecture maritime. Alors, qui parle du domaine maritime est obligé de parler de plusieurs notions ici. D'abord, il faut comprendre que 64% de la surface de la Terre est couverte par des océans. Donc, ceci dit que 86% des activités se passent au niveau des espaces maritimes. Ça veut dire que l'eau occupe les 2/3 de la surface terrestre. Voilà. Donc, lorsque 64% de la surface de la Terre est couverte par des océans, ceci dit que la plupart des activités dans le domaine maritime est effectuée dans cet espace. Alors, ceci dit que 86% du commerce international des marchandises se passe par la voie maritime. Ouais. Alors, qui parle de ce 86% du commerce international des marchandises est obligé de parler effectivement de plusieurs activités. Parce que c'est sur la mer que sont souvent transportés les gros marchandises, oui. Le pétrole, oui. Bref, tout ce qui est vraiment porte une grande capacité en matière de commerce. Exactement. Donc, ceci dit qu'on doit forcément parler du transport maritime. Donc, aujourd'hui, le transport maritime est le mode le plus utilisé aujourd'hui pour le transport des marchandises. Donc, ceci dit que ce transport maritime est défini comme étant le transport des biens ou des marchandises d'un point A vers un point B.
Alors, donc pour sécuriser ces activités, il a fallu mettre en place ici un ensemble de règles pour la réglementation de ces activités. Parce qu'on sait quand même que partout on parle d'argent, de commerce, et surtout qu'on parle de grosses marchandises, des marchandises de grande quantité, surtout de qualité. Il faut essayer de réglementer, puisque là aussi ce sont des intérêts qui sont en jeu. Et c'est important qu'on calcule le fait que on ne connaît pas les limites sur la mer. Nous ne connaissons pas. Oui. Alors, vous avez parlé de réglementation. Oui. Donc, est-ce que ce n'est pas dans ce cadre-là que vous pensez à parler du droit? Bien sûr. Donc, dans le cadre de la réglementation de cette activité, je vous ai dit que ce n'est pas le transport maritime qui existe seulement. Il y a plusieurs activités que le droit maritime réglemente dans le domaine des activités maritimes. Vous avez le transport maritime, vous avez des activités de pêche maritime, vous avez des activités douanières, vous avez des activités de recherche et de sauvetage maritime, vous avez l'exploration et l'exploitation de l'environnement marin qui peut appartenir aux États côtiers. Vous avez aussi les activités relatives ici à l'étude du domaine public maritime. Donc, tenant compte de ces critères d'activité, et ainsi le droit maritime a été mis en place ici pour encadrer ce secteur, pour pouvoir réglementer les activités qui se passent en mer. C'est ce qui a été à la base de la création du droit maritime. Donc c'est ce qui a été à la base de la création, de la mise en place du droit maritime pour réglementer l'ensemble de ces activités. Parce qu'on dit souvent que la mer est le théâtre des opérations commerciales. Donc, le droit maritime alors intervient ici comme un ensemble de règles juridiques qui réglementent les activités maritimes, qui réglementent la navigation maritime et qui réglementent tout ce qui se passe en mer. Oui, et ça veut dire tout simplement tout ce qu'il y a là. Vous avez aussi une sorte de force vous permettant d'arraisonner ou de mettre de l'ordre dans ce domaine. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas d'utiliser seulement que des articles et les textes, mais est-ce que vous disposez déjà des prérogatives vous permettant de sévir en cas de manquement à ces droits? Alors, avant de répondre à cette question d'abord, je vais répondre à la toute première question, que ce que c'est que la préfecture maritime. La préfecture maritime n'est rien d'autre qu'une entité de l'État qui a été créée en 2012 par le président de la République à travers le décret 081 du 18 juin 2012. Et donc cette préfecture maritime, donc, il y a 8 ans, a été mise en place par un décret du président de la République. D'abord, vous devez comprendre que la Guinée est le premier pays à avoir une préfecture maritime en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc, vous savez, dans le domaine maritime, il y a plusieurs départements ministériels qui interviennent. Vous avez le ministère des Transports, vous avez le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, vous avez le ministère de l'Environnement, le ministère du Budget, le ministère de la Défense nationale et le ministère du Tourisme, le ministère de l'Économie. Donc 7 ministères, 7 départements ministériels. D'ailleurs, il y a plus de 7 ministères. Au moins, nous avons 10 départements ministériels qui interviennent dans le domaine maritime. Donc, vous savez que tous ces départements interviennent, alors chaque département a une prérogative. Donc, par exemple, pour pouvoir encadrer... Si on prend le ministère de l'Économie et des Finances, c'est à travers... la douane. La douane. Et le ministère de la Défense, c'est à travers la marine. La marine nationale. Et le ministère du Tourisme, c'est à travers quoi? En ce qui concerne le ministère du Tourisme, cela est relatif ici aux activités du tourisme relatives ici au niveau des plages, des déplacements relatifs ici aux affaires touristiques. Alors, donc pour mieux coordonner les activités de ces services que nous venons de citer, la préfecture maritime a été mise en place à l'image des préfectures maritimes en France. Donc la préfecture maritime est une entité étatique qui est rattachée au ministère de la Défense, qui joue le rôle de coordination de l'AEM, et qui parle de l'AEM, parle de l'action de l'État en mer. Donc cette préfecture maritime
lutte contre l'immigration clandestine. Cette préfecture maritime lutte contre la piraterie maritime. Cette préfecture maritime lutte contre le brigandage en mer, lutte contre le trafic de drogue. Cette préfecture maritime lutte contre aussi la pêche INN, c'est-à-dire la pêche illicite. Donc, cette préfecture coordonne les activités de toutes les autres administrations qui interviennent dans le domaine maritime. Donc, c'est dans cette préfecture c'est cette préfecture plutôt qui a les prérogatives d'aller chercher ceux qui font des activités illicites en haute mer, notamment les pirates. Chercher les pirates, arraisonner les bateaux qui dépassent leurs limites pour revenir dans la zone de la Guinée, par exemple. Donc, toutes ces prérogatives reviennent à la préfecture maritime, c'est ça? Bon, toutes ces prérogatives ne reviennent pas seulement d'abord à la préfecture maritime, mais comme je viens de vous le dire, la préfecture coordonne les activités des autres administrations. Lorsque il y a un problème, la préfecture est saisie et la préfecture saisit l'administration qui est concernée dans ce domaine et nous nous rencontrons pour mettre en place ici des dispositions ensemble pour aller faire quelque chose sur le terrain. Ça veut dire que vous coordonnez les activités. Donc on coordonne les activités. Mais comme vous avez si bien l'emploi de temps de ces questions, je vais répondre chronologiquement au cas par cas. Alors, qu'est-ce que le domaine public maritime? Donc, avant d'aborder d'abord le domaine public maritime, je vais un peu donner des explications sur l'organisation de la préfecture maritime. Parce que c'est important pour nos téléspectateurs. La préfecture maritime est organisée comme suit. À la tête de la préfecture maritime, nous avons un préfet maritime qui est nommé par décret du président de la République. Et il est secondé par un préfet adjoint qui est aussi nommé par un décret du président de la République. Et donc, pour aider le préfet et le préfet adjoint à intervenir dans le domaine de ses prérogatives, nous avons 4 bureaux. Vous avez le bureau sécurité maritime et sauvetage en mer. Vous avez le bureau gestion du patrimoine marin. Vous avez le bureau sûreté maritime et police de pêche. Et un autre bureau ici qu'on appelle ici le COM, le centre opérationnel maritime de la préfecture maritime, qui travaille 24 heures sur 24. Donc à l'intérieur de ce centre, il y a des opérateurs de gare, il y a des civils, il y a des agents de la marine nationale qui sont au niveau de ce centre, qui veillent 24 heures sur 24. Donc, ils utilisent des outils de pointe. Oui, il y a des outils de surveillance là-bas. Et vous savez que la Guinée possède 2 sémaphores. Il y a le sémaphore de Koundindé qui balaye les images vers le nord, jusque vers la Guinée-Bissau, et le sémaphore de Tamara. C'est quoi un sémaphore? Un sémaphore, c'est une structure de surveillance maritime. Donc, et le sémaphore de Tamara, qui est derrière les îles, aussi balaye les images vers le sud. Donc, au sein de la préfecture maritime, il y a un radar qui reçoit l'image de ces 2 sémaphores et qui nous permet ici de visualiser ici l'ensemble des espaces maritimes qui se trouvent sous juridiction et sous souveraineté de l'État guinéen. Donc, comme je l'ai dit au début, quand nous prenons l'Afrique, nous avons 54 ou 55 États. Oui. Et parmi ces 55 États, 34 États sont considérés comme des États côtiers. Donc la sécurisation de ces espaces-là constitue un élément important. Chacun en ce qui le concerne. Chacun en ce qui le concerne doit jouer un rôle dans le cadre de la sécurisation de ces espaces, parce que vous savez, le domaine maritime aujourd'hui, c'est le poumon du développement de tous les États côtiers. Justement, c'est pour cela que nous allons poser cette question. Voilà. Qu'est-ce que le domaine public maritime? Alors, le domaine public maritime ici n'est rien d'autre que l'ensemble des espaces publics qui appartiennent à l'État, qui ne peut être ni vendu, ni saisi, et que c'est des domaines qui appartiennent à l'ensemble de tous les Guinéens, et que ces domaines sont situés à proximité de la mer et qui sont implantés dans l'intérêt de la navigation maritime. D'accord. Alors, l'autre question, c'est dites-nous les types d'espaces maritimes sur le plan national et international. Ok. Donc, après
le domaine public maritime, vous devez comprendre, il a ce qu'on appelle la composition du domaine public maritime. Le domaine public maritime est composé de deux éléments. Vous avez le domaine public artificiel, vous avez le domaine public naturel. Et ce domaine public naturel, c'est là où on retrouve le rivage, les estuaires, etc., etc., les relais de mer. Le domaine public naturel et artificiel, je voulais dire, cela dépend ici de ce qui a été mis en place ici par l'être humain, l'œuvre humaine ou par l'État. C'est là où on retrouve les ports, les digues, etc., etc., les phares, les panneaux de signalisation dans le domaine maritime, tout cela relève du domaine public artificiel. Alors, vous savez bien que ces installations-là sont ici basées sur le domaine public maritime. Alors, après l'étude du domaine public maritime, comme vous venez de le dire, les types d'espaces maritimes. Donc, conformément aux conventions ratifiées par la Guinée sur le plan international, il y a une célèbre convention qu'on appelle la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982. Cette convention ici répartit ici les espaces maritimes qui peuvent appartenir aux États côtiers. Avant cette convention, il y avait la Convention de Genève de 1958. Cette convention avait réparti des espaces maritimes de façon non équitable. Parce qu'on demandait à chaque État côtier, on répartissait les espaces maritimes à travers des tirs de coups de canon de chaque État côtier. Donc, c'est-à-dire la force de frappe de l'État côtier. Partout où se limite la force de frappe de l'État côtier, c'est là-bas où se limite. Par exemple, pour le cas de la Guinée, vous mettez des canons au port de Boulbiné, par exemple. Vous tirez jusque là où ça va tomber. Et c'est là se limite votre espace. Alors, avec cette situation, les petits États se sont réunis. Ils ont dit, si nous continuons dans ce sens, les grandes puissances vont venir occuper nos espaces. Une puissance comme les États-Unis. Une puissance comme les États-Unis. Voilà. Donc, voilà, la convention de Montego Bay a été mise en place ici pour faire une répartition équitable. C'est ainsi que cette convention que la Guinée a ratifiée précise qu'il existe trois types d'espaces maritimes. Vous avez des espaces maritimes qui sont annexés par le territoire terrestre. Vous avez des espaces maritimes sur lesquels l'État côtier exerce un droit souverain en matière économique. Et vous avez des espaces maritimes internationaux. En ce qui concerne les espaces maritimes qui sont annexés par le territoire terrestre, c'est là où on retrouve la mer territoriale. Donc la mer territoriale, c'est un espace maritime qui appartient à l'État côtier, dont la distance est de 12 nautiques. Cela est égal à 22 km en mer. Sur les 22 km en mer, c'est la juridiction de l'État côtier qui est applicable. Par exemple, pour la Guinée, 22 km de large, déjà 22 km à partir des côtes appartiennent à la Guinée. Donc cet espace-là est considéré même comme le territoire terrestre de l'espace guinéen, parce que c'est la loi guinéenne qui est applicable. Après là-bas, vous avez la zone contiguë. La zone contiguë, c'est un espace maritime qui est situé à 44 km. C'est conduit en termes marins à 24 nautiques. Et après ça, vous avez la zone, la zone économique exclusive et la zone contiguë fait partir des espaces maritimes sur lesquels l'État côtier exerce un droit souverain en matière économique. Donc, lorsqu'on dit en matière économique, c'est là où la Guinée peut exercer des activités économiques. Notamment des pêches. Notamment la pêche maritime, la pêche industrielle, la pêche artisanale, etc., etc. Et dans cette zone aussi... Est-ce que dans cette zone, tous les bateaux qui traversent, par exemple, qui doivent traverser juste pour passer dans d'autres pays, doivent payer quelque chose à l'État guinéen? Non, non. Les bateaux qui traversent cette zone ne doivent rien payer. Et nous allons intervenir dans ce sens et je vais apporter des explications nécessaires par rapport à ça. Donc après les espaces maritimes qui sont sur lesquels l'État côtier exerce un droit souverain en matière économique, vous avez des espaces maritimes internationaux. Et qui parle d'espaces maritimes
des espaces maritimes internationaux, au fait, c'est des espaces maritimes qui n'appartiennent à aucun État. C'est des espaces qui sont considérés comme un patrimoine commun de l'humanité. C'est là où on retrouve la haute mer et la zone internationale des fonds marins. Sur cette zone, ça veut dire que tout le monde a le droit d'exercer une activité là. Mais est-ce que cette zone dont on parle là est sécurisée? Bien, cette zone, elle est bien sécurisée parce qu'il y a ce qu'on appelle l'autorité internationale des fonds marins. Qui parle de zone qui appartient au monde entier ne veut pas dire qu'on doit faire de n'importe comment. Dans cette zone est réglementée ici par la liberté de navigation. Supposons, lorsqu'un navire guinéen occupe cette place, la place occupée par le navire guinéen est considérée comme le territoire de l'État du pavillon. Donc, lorsqu'un navire aussi sénégalais est là, la place occupée par le navire sénégalais est considérée comme le territoire de l'État du pavillon. Et voilà comment s'expliquent les choses. D'accord. Parlez-nous un peu du régime juridique de l'espace marin. Qui parle du régime juridique de l'espace maritime parle ici des règles applicables dans le domaine maritime. Lorsqu'on prend par exemple la mer territoriale, j'ai bel et bien dit que la mer territoriale, que c'est un espace maritime qui appartient à l'État côtier. Le régime juridique, c'est la loi guinéenne qui est applicable. D'accord. Et qui parle des autres types d'espaces tels que la zone contiguë, la zone économique exclusive, le régime juridique applicable à ce niveau, la Guinée applique 50% de sa loi nationale et il y a 50% aussi de la loi internationale qui est applicable dans ce domaine. Parce qu'au niveau de la zone contiguë, il y a ce qu'on appelle le cordon douanier. Donc, lorsqu'on prend maintenant les espaces maritimes internationaux, là, c'est la loi internationale qui est applicable. D'accord. Alors, l'autre question, c'est de savoir quelle est l'autorité qui gère les litiges d'infraction de pêche maritime, par exemple. Bon, au niveau de la préfecture maritime ou au niveau du ministère de la pêche et de l'aquaculture et de l'économie maritime, il y a une commission qu'on appelle la Commission nationale d'arraisonnement des navires. Cette commission nationale d'arraisonnement est logée au niveau de la préfecture maritime. Le président de cette commission nationale d'arraisonnement des navires, c'est le préfet maritime. Le vice-président, c'est le directeur du Centre national de la surveillance de la pêche maritime. Donc, dans cette commission, on retrouve les représentants de toutes les administrations qui interviennent dans le domaine maritime. Donc, lorsqu'un navire a effectué une pêche dans une zone interdite, on déploie des inspecteurs de pêche pour faire des enquêtes et dresser le procès verbal et envoyer le procès verbal au niveau de la Commission nationale d'arraisonnement. Et ainsi, le président de la Commission nationale d'arraisonnement réunit l'ensemble des membres de la commission et appliquer la loi. Il y a un décret qui porte sur les amendes. Donc, ainsi l'amende est fixée, l'armateur du navire va payer l'amende qui a été, l'amende conformant à l'infraction commise. Parce que les infractions sont différentes. Voilà. Alors, quelles sont les activités maritimes qu'un pays côtier peut effectuer dans ces eaux? Bon, les activités maritimes qu'un pays peut effectuer dans ces eaux, par exemple, le cas de la Guinée. Par exemple, le cas de la Guinée, vous avez la pêche, par exemple. La pêche est un élément incontournable dans le domaine des activités maritimes. Parce que quand vous prenez la pêche artisanale, le code de la pêche maritime précise que la pêche artisanale, c'est une activité de capture de poissons qui s'effectue au niveau de la mer territoriale. Ce code a interdit la pêche industrielle au niveau de la mer territoriale. Parce que nous supposons qu'une pirogue ne peut pas aller au-delà des 22 km en mer. Donc, nous supposons qu'il fallait réserver cet espace-là
aux nationaux, parce que la plupart du poisson capturé au niveau de cette zone, c'est du poisson qui sont déversés ici au niveau du marché local. Donc aucun navire industriel ne doit venir dans cet espace. Mais après cette zone, vous avez la zone contiguë, la zone économique exclusive, c'est là-bas où intervient la pêche industrielle. Et que cette pêche industrielle ici est effectuée par des bateaux de pêche, des salitueux de pêche qui sont spécialisés dans le domaine. Et ça aussi, il y a un plan de pêche qui détermine ici aussi les dispositions, les conditions. Très intéressant. Nous marquons une courte pause puisque nous sommes déjà à la pause, d'ailleurs 1 minute de plus. Nous revenons tout à l'heure. Vous comprendrez que vous n'avez pour le moment rien découvert puisque ce spécialiste des questions de droit maritime, M. Diallo Amidou, est en train de nous donner des leçons sur le droit maritime. Et en quelque sorte, permettez-moi de vous dire bienvenue dans votre école de droit. Des notions de droit, pas les moindres, le droit maritime, c'est ce que nous avons à apprendre aujourd'hui. Vous comprenez que Café Débat vous donne la latitude de comprendre toutes les questions, en tout cas qui valent la peine d'être débattues. C'est pour cela que nous parlons de droit maritime aujourd'hui à travers un spécialiste des questions de droit maritime, M. Amidou Diallo. Il est spécialiste sur ces questions, bien sûr, et enseignant du côté de l'université Kofi Annan de Guinée, et il est aussi président de l'association des juristes en droit maritime, et il occupe d'autres fonctions que vous allez comprendre tout à l'heure. Toujours nous continuons à apprendre et à avoir des informations autour du droit maritime. C'est pour cela que nous attaquons directement M. Diallo par cette question. Oui. Parlez-nous un peu de la pêche maritime en Guinée, tout en nous disant quels sont les types de pêche maritime. Ok. D'abord, avant de parler de la pêche maritime en Guinée, et comme je vous l'ai si bien dit, j'entends toujours certains de vos confrères confondre un bateau pirate et un bateau qui a effectué la pêche illicite. Oui. Il y a une différence. Un bateau pirate, c'est un bateau qui n'a aucun renseignement. Vous savez, un bateau ou un navire, le navire est défini comme un engin flottant destiné à la navigation maritime. Le navire, c'est comme une personne. Le navire a une nationalité. Ah bon? Oui. Et on dit que la nationalité, que c'est un lien juridique qui attache une personne à un État. Donc le navire a un lien juridique qui l'attache à un État. Le navire a un pavillon. Le pavillon, c'est le drapeau. Le navire est immatriculé au sein d'une administration qu'on appelle ici la marine marchande. Wow. Avant que le navire ne soit mis dans les espaces maritimes, il y a un contrôle. Les inspecteurs de l'Agence nationale de la navigation maritime doivent contrôler pour savoir que le navire est en état de navigabilité. Donc, un navire qui remplit toutes ces conditions, c'est un navire qui se trouve dans une situation normale. Lorsque ce navire-là est saisi dans une zone que le navire ne devait pas pêcher, c'est un navire qui est saisi dans une zone de pêche dont le navire ne devrait pas effectuer une activité de pêche. Mais cela ne veut pas dire... Cela veut dire qu'il a violé les textes, qu'il a violé le code de la pêche maritime. Lorsqu'un navire a une licence, le navire doit faire une activité de pêche au niveau de la zone A. Il abandonne la zone A. Il part au niveau de la zone B, c'est-à-dire que tu as violé. Lorsque le navire quitte la zone contiguë, il vient au niveau de la mer territoriale, qui est réservée aux pirogues, à la pêche artisanale. Ce navire a violé. Mais cela ne veut pas dire que ce navire-là est considéré comme un navire pirate. Hier, j'ai écouté certains de vos confrères par rapport aux navires qui sont saisis à Kamsa. C'est des navires qui appartiennent à la Guinée-Bissau. Ce ne sont pas des navires pirates. C'est des navires qui appartiennent à la Guinée-Bissau, qui ont dépassé la borne, qui ont effectué des activités de pêche dans nos eaux. C'est quel type de navire alors, si ce n'est pas... Ce sont des salutiers de pêche de la Guinée-Bissau. Puisque ce ne sont pas des pirates, oui. C'est quel type de... Quelle est l'appellation appropriée à ce niveau? Ces navires-là, ce sont des navires qui ont des papiers, qui ont des dossiers. Maintenant, les navires pirates, un navire pirate est considéré comme un navire pirate lorsque ce navire n'a aucun renseignement, n'a aucun dossier.
Et d'ailleurs, même si dans ce navire, il n'y a pas de bandits qui peuvent s'attaquer à d'autres bateaux, on peut qualifier ces navires-là de pirates. Je vous dis et je répète, les navires pirates, ce sont des navires qui n'ont aucun papier, qui n'ont aucun renseignement. Ce sont des navires qui sont dans les eaux internationales, telles que la haute mer, et qui s'attaquent aux autres navires en termes de passage. D'ailleurs, je vous ferai ici la statistique de 2000 jusqu'à nos jours, le nombre d'attaques qui a eu lieu dans le domaine maritime. Vous savez, il y a un bureau qu'on appelle le BIM, le Bureau international maritime. Chaque année, le Bureau international maritime, en parfaite collaboration avec l'Organisation maritime internationale et les États, font la statistique des attaques. D'accord, on continue quand même. Qu'est-ce qu'une infraction de pêche maritime? Une infraction de pêche maritime, en un mot, c'est le fait de capturer le poisson dans une zone interdite. Cela, ici, incarne une infraction de pêche maritime. Lorsque vous avez une licence qui vous dit que vous devez effectuer une activité de pêche dans cette zone, vous laissez cette zone, vous allez dans une zone dont votre licence ne vous permet pas. Cela veut dire que c'est une infraction. D'accord. Alors, l'autre chose, quelle est l'autorité alors qui gère les litiges d'infraction de pêche maritime? L'autorité qui gère les litiges d'infraction de pêche maritime, je viens de vous dire que c'est la Commission nationale d'arraisonnement des navires. Cette commission est logée où? Cette commission est présidée par le préfet maritime. Comment ce litige est-il géré? Y a-t-il des amendes? Oui. Lorsque le navire est arraisonné au niveau de l'espace où il a effectué la pêche, le navire est directement conduit au quai de Conakry, c'est-à-dire au port. Oui. Donc les inspecteurs à bord vont faire des enquêtes et transmettre les PV au niveau de cette commission. La commission va se réunir conformément au décret de 2014 portant amende sur les infractions de pêche maritime. Ainsi, l'amende va être fixée par les membres de la Commission nationale d'arraisonnement. Et là, l'armateur est obligé de payer l'amende parce que le navire est déjà saisi. Donc, dans la procédure de saisie d'un navire, il y a deux types de saisie. Il y a la saisie conservatoire et la saisie exécutive. Donc, la saisie conservatoire, comme l'indique son nom, c'est de conserver le navire, l'immobiliser jusqu'à ce que l'armateur paye les amendes. Alors, lorsque l'armateur ou le propriétaire du navire ou le patron de la société refuse de payer l'amende, vous savez, il y a une structure qu'on appelle l'agence judiciaire de l'État. C'est une structure... par exemple, si l'armateur refuse de payer les amendes, quelle sera la suite de la procédure? La suite de la procédure, elle est simple. La Commission nationale d'arraisonnement va envoyer le dossier au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Vous savez, l'agence judiciaire de l'État est une structure ici qui est chargée de recouvrer les créances publiques. Donc, l'agence judiciaire de l'État va saisir la justice pour le prendre. Donc, comme je vous l'ai si bien dit, après cette saisie conservatoire, il y a la saisie exécutive. Donc, si l'armateur refuse de payer, on met le navire à la vente aux enchères. Voilà. Est-ce que parfois le prix du bateau ou du chalutier arraisonné peut dépasser l'amende demandée? Oui, des fois le prix peut dépasser ou ne va pas dépasser parce que lorsque l'armateur suppose que le prix de son navire, de son chalutier, n'arrive même pas à l'amende demandée, des fois certains se découragent. Donc une fois il y a eu même une vente aux enchères ici, il y a eu un navire aussi de la Guinée-Bissau qui avait effectué des activités de pêche dans notre zone, je ne sais pas si c'est en 2013 ou 2014, et le navire a fui, le navire est allé dans les eaux de la Guinée-Bissau. Après 2 ans ou 3 ans, le navire est revenu vers la Guinée ici, qui était affrété à travers une autre société, et que le navire a été saisi. Donc, dans la sous-région, il y a une... Donc, ça veut dire que lorsque vous commettez une infraction sur la zone guinéenne, par exemple, que vous partez, votre dossier reste en suspens. Dès que vous rentrez, on vous identifie comment? Vous savez, dans la sous-région, il y a une structure qu'on appelle le PRAO.
C'est une structure de la Commission régionale de la pêche. Donc, lorsqu'un navire est fichier, cette structure est saisie. Le siège, c'est à Banjul. Donc, on met le nom de votre navire. Même si vous quittez ici, vous partez en Sierra Leone ou au Sénégal, il suffit de taper, de mettre le nom du navire seulement pour savoir est-ce que ce navire-là est dans des conditions normales. Donc, c'est ainsi que le navire a été saisi et je pense l'armateur ne pouvait pas tout payer et que le navire a été mis aux enchères. Alors, quelles sont les structures de surveillance maritime en Guinée? Les structures de surveillance maritime en Guinée, vous avez le Centre national de la surveillance de la pêche maritime, vous avez la préfecture maritime à travers son centre, oui. Le centre opérationnel de la préfecture maritime, en anglais qu'on appelle de Maritime Operation Chanta. Après, vous avez la capitainerie du port de Conakry aussi, qui œuvre dans ce domaine. Et les deux sémaphores, le sémaphore de Koundindé, le sémaphore de Tamara. Donc voilà des structures qui interviennent dans le domaine de la surveillance. C'est pour vous dire que depuis la mise en place de cette préfecture maritime, la surveillance a vraiment évolué. J'ai entendu parler du droit de passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux territoriales d'un État côtier. Alors, c'est quoi ce droit? Alors, le droit de passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux juridictions d'un État côtier, ce droit-là est un principe fondamental pour tout navire étranger qui doit passer dans nos eaux pour la continuité du passage. Ce n'est pas parce que ces espaces maritimes ont été repartis, que certains espaces maritimes appartiennent à l'État côtier, que l'État côtier peut interdire le passage de certains navires qui doivent continuer. Donc, le droit de passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux sous juridiction d'un État côtier, c'est un principe qui a été réglementé par la Convention de Montego Bay, notamment de son article 17 à 24. Lorsqu'un navire, par exemple, de la Mauritanie, veut aller en Sierra Leone, le navire mauritanien peut passer par la Guinée-Bissau, dans les eaux de la Guinée-Bissau, et rentrer dans la mer territoriale guinéenne sans que les autorités guinéennes ne l'inquiètent. D'accord. Mais il va falloir que ce navire respecte aussi certaines conditions. Qui parle de passage inoffensif veut dire que le passage ne doit pas être offensif. Ça veut dire qu'il passe sans mener d'activité sur cette zone. C'est-à-dire que le passage doit être rapide et continu. Sans s'arrêter. Sans s'arrêter, le passage ne doit pas porter atteinte à la sécurité de l'État côtier. Le navire peut s'arrêter, mais à des conditions. Si le navire a des problèmes mécaniques ou si le navire a des pannes. Si tel n'est pas le cas, la Guinée doit laisser ce navire passer dans sa mer territoriale sans l'inquiéter. C'est ce qu'on appelle le droit de passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux sous juridiction d'un État côtier. D'accord. Alors, quelles sont les infractions relatives au trafic maritime ou au transport maritime dans le monde? Les infractions relatives au trafic maritime ou au transport maritime dans le monde, et qui parle du trafic maritime ici parle du transport maritime. Alors, ce sont ces infractions qu'on peut qualifier ici de piraterie ou de brigandage. Lorsque les navires traversent les zones, ou bien lorsqu'un navire étranger vient dans nos eaux ici, au niveau de la rade, la rade est un espace maritime qui est réservé pour, qui est considéré comme la zone de mouillage, c'est-à-dire là où les navires viennent mouiller avant qu'ils ne rentrent au port. Des fois, il y a des bandits qui sont bien organisés et qui viennent s'attaquer ici à ces navires. Cela est considéré comme un acte de brigandage, ce n'est pas un acte de pirate.
il va falloir que certains de vos confrères aussi saisissent cela. Parce que dès lors qu'un navire est attaqué ici, tu les entends dire c'est des actes de piraterie, c'est des actes... Non. Ouais, parce qu'on se souvient de ce... C'est du brigandage en mer. Maintenant, où on parle d'actes de piraterie, un acte est considéré comme un acte de pirate lorsque le navire a été attaqué dans la zone internationale, telle qu'en haute mer. D'accord. Alors, je vais apporter un éclaircissement. Lorsque ces bandits-là, des fois, font des attaques dans nos eaux, d'actes de brigandage, ils fuient nos eaux pour aller dans les eaux internationales, pour se couvrir selon l'étiquette que cet espace-là appartient à l'humanité et personne ne peut m'attaquer. Au monde entier. Il y a ce qu'on appelle en droit le droit de poursuite en haute mer, qui est encadré ici par l'article 111 de la Convention de Montego Bay. Donc l'État côtier, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux guinéennes, l'État côtier peut poursuivre ses navires. D'accord. Parlant de la recherche et de sauvetage maritime, oui. Parlez-nous aussi de ce secteur qui est mal connu par l'opinion. En ce qui concerne la recherche et le sauvetage maritime, la recherche et le sauvetage maritime est un élément important. Il y a une convention qu'on appelle la convention de 1974, qu'on appelle la convention de Solas. Cette convention ici participe à la recherche et le sauvetage des personnes et des biens en mer. La recherche et le sauvetage maritime, au niveau de la préfecture maritime, il y a un bureau. Le bureau sécurité maritime et sauvetage en mer, qui est chargé ici de réglementer les questions de la navigation et les questions de la recherche et du sauvetage maritime. Sur le plan international, par exemple, au Maroc, j'ai assisté à 2 réunions sous l'invitation de l'Organisation maritime internationale avec une commission là-bas, avec la Fédération internationale de recherche et sauvetage maritime. Recherche et sauvetage, oui. Sur la recherche et le sauvetage maritime, il y a ce qu'on appelle le SAR. On appelle ça en anglais Search and Rescue. C'est du recherche et du sauvetage maritime. Donc la préfecture maritime a un bureau qu'on appelle le bureau sécurité maritime et sauvetage en mer, qui parle de sauvetage en mer lorsqu'il y a abordage en mer, lorsqu'il y a des accidents en mer. Donc ce bureau doit s'appliquer avec les autres structures dans le domaine maritime, telles que la marine marchande, telles que l'ANAM, telles que la marine nationale, pour affréter une équipe ici, pour aller sauver le bateau qui se trouve en situation de détresse. Donc sur le plan international, il y a des structures qui gèrent ça et je pense que nous allons en revenir sur cette question. Ok. Parlant toujours de la sécurité maritime en Afrique, j'ai entendu parler de l'architecture de Yaoundé. Qu'est-ce que cette architecture de Yaoundé? Ça c'est la première question. Elle consiste à quoi? L'architecture de Yaoundé est une politique commune des chefs d'État africains dans le domaine de la lutte contre l'insécurité maritime en Afrique. Donc, l'architecture de Yaoundé se présente comme suit. Au niveau de cette institution, vous avez le CIC, c'est-à-dire le Centre interrégional de la sécurité maritime de Yaoundé. Et ce centre, je pense, ce centre coordonne ici les activités de 2 grands centres. Donc, en Afrique de l'Ouest, ce centre coordonne les activités de ce centre qu'on appelle ici le CRESMAO, c'est-à-dire le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest. Et ce centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest ici est réparti en zones. Dans la zone E, nous avons le Bénin, nous avons le Nigeria, le Togo et le Niger. Dans la zone F, nous avons la Guinée, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Et dans la zone G, nous avons le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc,
au niveau de chaque État... Sauf que je ne vois pas la zone B. Hein. Oui, nous allons revenir. Donc, au niveau de chaque zone, vous savez, j'ai cité des pays qui sont dans une zone. Oui. Et chaque pays, dans cette zone possède des COM, c'est-à-dire des centres opérationnels maritimes. D'accord. De communication. De communication. Oui. Donc, chaque zone communique sur le plan international pour mieux coordonner. Lorsqu'il y a une attaque dans ce pays, automatiquement, vous allez voir des dispositions qui sont en train de mettre en place. Donc, après le CRESMAO, vous avez le CRESMAG, c'est-à-dire le Centre régional de la sécurité maritime de l'Afrique centrale. Donc, ce centre aussi regroupe deux zones. Vous avez la zone A et la zone D. Et cette zone A, nous avons l'Angola, nous avons la RDC et le Congo-Brazza, donc des pays limitrophes. D'accord. Et la zone D, vous avez le Cameroun, et vous avez la Guinée équatoriale et Sao Tomé et Principe. Donc voilà comment les structures interviennent dans le cadre de la sécurité maritime pour la lutte contre l'insécurité dans les pays du Golfe de Guinée. Et qui parle du Golfe de Guinée, parle de cet espace maritime-là qui quitte vers la Mauritanie, qui descend jusqu'au niveau de l'Angola avant d'arriver en Afrique du Sud. D'accord. Ça veut dire que cette architecture a été pratiquement créée à Yaoundé. Oui, cette architecture a été créée en 2013 par l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique. Et aussi, sans oublier qu'il y a une signature qu'on appelle, une convention qui a été signée par l'ensemble des chefs d'État de l'Afrique, qu'on appelle la Charte africaine sur la sécurité maritime. En 2016, il y a eu une réunion au Togo dont la plupart des chefs d'État avaient signé. Donc ça, c'est une politique commune ici qui permet ici, qui ont bien établi ici les dispositions pour la lutte contre l'insécurité maritime en Afrique. Ok. Les litiges frontaliers maritimes, vous avez parlé tout à l'heure un peu de cette notion. Y a-t-il eu des litiges relatifs aux frontières maritimes en Afrique? Bien, qui parle de ces litiges entre les États? Il y a eu des litiges entre les États. Quelle est la juridiction qui est compétente dans le domaine de la réglementation de ces litiges? C'est le Tribunal international du droit de la mer qui siège à La Haye. En 2006, il y a eu un navire hollandais qui avait déversé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je me souviens de cela. Alors cela a créé un conflit entre la Côte d'Ivoire et la Hollande. Et par fini, le dossier a été géré au niveau du Tribunal international du droit de la mer. Ce Tribunal international du droit de la mer siège à La Haye en Hollande, dont il y a 25 membres, dont le président est élu pour 5 ans. Donc, lorsqu'il y a un litige frontalier entre deux États voisins, d'abord on essaye de gérer d'abord au niveau de la CEDEAO. Et si ça ne passe pas au niveau de l'Union africaine, et ainsi on va saisir ici le Tribunal international du droit de la mer. Ça a été le même cas entre le Cameroun et le Nigeria sur le litige de la presqu'île de l'île de Bakassi. C'était la même chose aussi. Une zone un peu pétrolifère. Voilà, c'était la même chose aussi entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'était dans le cadre de la gestion d'une zone où il y avait le pétrole. Et n'oubliez pas, en 1984, il y a eu, en 1984-85, il y a eu un litige entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Et donc, par fini, c'est la Guinée-Bissau qui avait eu raison sur la Guinée. D'accord. Alors, en tant que spécialiste, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, en tant que spécialiste des droits maritimes et membre de la préfecture maritime en Guinée, pensez-vous que le chantier des affaires maritimes doivent subir des réformes? Oui, personnellement, il faut dire que le domaine de la sécurité maritime a beaucoup évolué
depuis la mise en place de cette préfecture maritime. Ça, il faut féliciter les autorités dans ce cadre. Souvent, je fais des tribunes. Peut-être, vous voyez toujours sur certains sites, surtout la réforme du secteur de la pêche maritime. Il faut des réformes. Surtout dans le domaine de l'application du droit, l'arsenal juridique, il faut réformer. Parce que quand vous prenez par exemple l'application du domaine public maritime, il y a le code maritime qui précise que c'est la marine marchande qui réglemente. Des fois, vous avez le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat aussi qui dit qui réglemente. Des fois aussi, le ministère de l'Environnement intervient. Donc, il faut faire ici de l'expertise, de faire de l'audit juridique. D'ailleurs, en 2015, il y a eu un audit juridique qui a été fait ici par la coopération française à travers des représentants de Cresmao et de l'Union européenne. On avait fait un audit et les recommandations de cet audit-là, on les a transmises au niveau de tous les départements qui interviennent dans le domaine maritime. Et le 29 mai 2019 aussi, nous avons fait notre audit aussi, toujours avec la coopération française, avec une mission qu'on appelle le projet Gugin aussi. Et aussi, on a fait un audit de 10 semaines. De 10 jours, je voulais dire. Donc, depuis janvier jusqu'au mois de au mois de février, ils nous ont envoyé le rapport final. Et donc, l'audit là, ça a été un bon travail parce que il s'agit de recenser ici l'ensemble des règles juridiques applicables dans le domaine maritime pour mieux coordonner ici les activités maritimes en Guinée et dans la sous-région. Très intéressant, M. Diallo. Toutes les questions n'ont pas été grignées. Je sais que vous restez encore sur vos fins. Mais c'est un domaine tellement vaste qu'il va falloir 2 ou 3 passages de l'invité, pourquoi pas du prophète maritime dans ce domaine. C'est pour cela que nous allons... Peut-être que vous avez un mot pour clôturer. Oui, pour clôturer, je vous ai si bien dit que j'aurais voulu vous faire la statistique des attaques à travers les statistiques données par le Bureau maritime, par le Bureau international maritime. Allez-y. Quand vous prenez de 2001 jusqu'à nos jours, en 2001, il y a eu 254 attaques dans le monde. En 2002, il y a eu 341 attaques. En 2003, il y a eu 445 attaques. En 2004, il y a eu 329 attaques. En 2005, il y a eu 276 attaques. En 2006, il y a eu 239 attaques. En 2007, il y a eu 263 attaques. En 2008, il y a eu 293 attaques. En 2009, il y a eu 416 attaques, dont 153 navires ont été pris d'assaut, 49 ont été détournés, 120 ont été la cible de tir. En 2009. En 2009, 1052 membres d'équipage ont été pris en otage, 68 blessés et 8 personnes tuées. Les zones nord-est de l'Afrique totalisent à elles seules 2017 incidents. Quand on prend 2010, il y a eu 445 attaques. Quand on prend 2011, il y a eu 439 attaques. Quand on prend 2012, il y a eu 566 attaques. Quand on prend 2013, il y a eu 264 attaques, dont les détails sont entre autres dans la sous-région. Le Nigeria a eu 204 attaques, le Togo 27 attaques, la Sierra Leone 6 attaques, le Ghana 17 attaques, le Libéria 3 attaques, la Guinée-Bissau une seule fois, la Côte d'Ivoire 16 attaques, le Bénin 25 attaques. Donc le coût des marchandises volées, notamment du pétrole par les pirates, était estimé à environ 31 à 101 millions de dollars. Mon Dieu. Donc quand on prend 2014, il y a eu 2 attaques, vous voyez que ça ne fait que descendre. Oui. En 2015, il n'y a pas eu d'attaque. En 2016, il y a eu 191 attaques. En 2017, il y a eu 180 attaques.
En 2018, il y a eu 201 attaques, dont la Guinée n'a pas connu d'actes de pirates d'abord, sauf d'actes de brigandage. Mais quand nous prenons, par exemple, 2019, en 2019, par exemple, il y a eu 360 attaques d'après le Bureau international maritime. Et en 2020, entre le mois de janvier et au mois de mars, il y a eu 47 attaques entre le 1er janvier et le 31 mars. Okay. Donc, en 3 mois, il y a eu 37 navires. 37 navires ont été abordés et 4 ont suivi des tirs d'armes à feu. Donc, ce qui signifie que les États doivent se donner la main pour la lutte contre l'insécurité maritime dans les espaces maritimes. Parce que quand vous prenez le trafic maritime international dans le monde, l'Europe, à lui seul, a au moins 1200 ports maritimes et commerciaux qui sont exploités sur les 70 côtes de l'Union européenne. Mais quand vous prenez le classement des plus grands ports maritimes, selon le Bureau maritime international, nous avons 119 ports qui sont considérés comme les ports les plus attractifs. Et nous avons la Chine, à elle seule, elle a 22 ports, dont le premier port, c'est le port de Shanghai. Et le deuxième port, c'est le port de Singapour. Et quand nous prenons l'Afrique, le Maroc occupe la 49e place avec le port de Tanger. Et le premier port en Afrique. Oui. Et quand vous prenez l'Égypte, l'Égypte occupe la 58e place. Et quand vous prenez le Nigeria, le port de Lagos occupe 103e place sur le plan international. Donc c'est pour vous dire que le domaine maritime, c'est un domaine vaste. C'est un domaine qu'il faut sécuriser pour le bien de la population présente et la génération future. La Guinée n'a pas quand même connu d'attaque jusque-là, selon notre invité. C'est pour cela d'ailleurs qu'il faille quand même se munir des outils allant dans ce sens et à consolider cette situation. Ce n'est que partie remise. Merci à M. Diallo. Merci, je vous remercie. Rendez-vous donc demain au compte d'un autre numéro et avec un autre invité. Certainement, la semaine prochaine, nous consacrerons un numéro sur le domaine maritime, bien sûr, le droit. Mais d'ici là, prenez soin de vous. Merci et au revoir.